Le processus n'était pas mûr et que le régime n'était pas mûr aussi, n'était pas prêt au changement. Là, la question qu'on peut poser, est-ce que si par exemple, au lieu que ce soit le fils qui gagne, c'est une coalition FLN, Hamrouchi, un réformateur, et FFS, et d'autres partis qui ont gagné, est-ce qu'ils vont permettre, est-ce qu'ils auraient permis le changement? Est-ce qu'ils auraient continué le processus? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que maintenant on a compris, le régime algérien dans le noyau dur, c'est les services, c'est le service secret, DRS, etc. C'est le commandement de l'armée, l'état-major, etc. C'est tout ça, c'est ces gens-là. Et dès qu'ils ont vu les élections, ils se sont réunis en conclave comme toujours, comme ils se sont réunis en 1979 pour désigner Chadili, ils se sont réunis en 92, après l'élection 90, ils sont en conclave. On avait déjà des rumeurs. Ils avaient arrêté le processus. Parce que, enfin, ils ont réuni le haut, tous les officiers à partir d'un certain niveau, et puis ils ont été voir Chadili, ils ont dit tu n'es plus bagage. Donc, ça, il faut se le mettre dans la tête. Le système algérien, je crois qu'il y a un auteur, tout ça qui a parlé de tous les pays arabes, de monde arabe. Ah ouais, je parle à l'universitaire français, etc., qui a dit que pour le système algérien, il faut prendre en compte l'armée. L'armée, son rôle est déterminé. Pour le moment, l'armée n'est pas décidée à nous donner à céder la main, à passer la main. Alors, donc, effectivement, l'armée n'était pas prête. Maintenant, le reste, c'est des jeux politiques. Faire tomber Hamrouchi, faire monter aux alliés, Papillon, oui, c'est un jeu politique. Mais au fond, c'est un peu ce qui se passe actuellement en Égypte. L'armée n'est pas encore prête à céder les pouvoirs. Peut-être un élément à ça pour compléter, un élément extérieur. Je pense qu'une révolution a réussi que quand il y a deux conditions, les conditions internes et les conditions externes. Je vais essayer d'être plus explicite. Par exemple, la révolution algérienne, on dit que le FLN a fait sortir la France, etc. Mais s'il n'y avait pas les conditions externes, c'est-à-dire issues de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, donc il y avait une atmosphère de décolonisation, les États-Unis ont pris le relais, devenaient la première puissance mondiale, donc c'était cette atmosphère extérieure qui a aidé les forces internes. Donc c'est la conjugaison de deux éléments, l'un interne, c'est-à-dire la poussée interne, et l'extérieur, c'est ce qui fait qu'une révolution réussisse ou échoue. Je pense l'une des raisons de l'échec de 88, c'est parce que les éléments extérieurs, c'est-à-dire l'Occident, les pays de l'Est, n'ont pas aidé. Il n'y avait aucun pays qui ont aidé la révolution, enfin c'est pas une révolution, l'explosion de 88. Il n'y avait aucun pays. Les pays de l'Est, par exemple, ils ont réussi leur décollage en 91 parce que l'Occident les a aidés. Les révolutions arabes, ils sont en train de réussir parce que l'Occident a changé, ils sont en train d'être aidés. Donc une révolution ne réussit que s'il y a la conjugaison de deux phénomènes, l'un interne, l'autre externe. De toute manière, enfin, les révolutions arabes, on ne sait pas si elles ont réussi. Hein? On est encore dans le... Donc, alors, on est... parce qu'aussi, il y a des conditions culturelles. On prend l'Allemagne. Culturellement, économiquement, etc. C'est-à-dire, c'est des pays qui étaient dans le giron, dans l'environnement naturel, la Tchéquie, la Slovaquie. Il y a eu une parenthèse soviétique entre 1945 et 1989, ils ont intégré naturellement. Mais nous, société précapitaliste, médiévale, etc., archaïque, tribale et tout, on ne va pas s'instaurer comme ça en démocratie du jour au lendemain. Il y a ce problème culturel aussi historique qui pèse lourd dans l'évolution de ces pays-là. Alors l'islamisme, est-ce que c'est une aubaine pour le pouvoir? Oui. L'islamisme, il me semble que le régime algérien a manipulé, a utilisé la carte islamique. Je crois que son idéologie, c'est islamique. L'idéologie de Bouteflika va construire une mosquée d'1,3 milliard de dollars, c'est l'équivalent à peu près de 50 000 logements. 60 000 logements.
Il va la construire. Il y a nous, comment dire, un gérant va être vide. Vous voyez, est-ce qu'il y a plus islamique que ça? Que ce soit à l'école, que vous voyez tout, l'idéologie algérienne, dans l'école, dans l'administration, dans la justice, etc. Il y a les derniers, vous êtes, donc on est dans la maison de droit de l'homme, on est à la Ligue. Nous avons vécu un procès de deux compatriotes, de deux jeunes, qui ont, comment dirais-je, déjeuné, c'est-à-dire qui non jeûneurs. Pourquoi vous avez, moi je ne suis pas musulman. Alors il lui a répondu, qu'est-ce que vous faites ici, dans ce pays? Voilà, ça, la juge, la procureure, c'est quand même l'émanation de l'État algérien. Est-ce qu'il y a plus important qu'un magistrat pour représenter la loi, pour représenter l'État? Elle dit à un citoyen, qu'est-ce que tu fais dans ce pays si tu n'es pas musulman? Donc c'est juste pour parler de l'idéologie algérienne islamique. Allez, alors, pour les réformes actuelles, est-ce qu'ils vont laisser la création des politiques? Non, c'est-à-dire j'ai laissé exprès les réformes actuelles pour le débat parce qu'on est en train de les vivre. C'est-à-dire, on a vu, ils ont mis... au fait, vous voyez, il n'y a rien qui fait au hasard. Voilà, Ben Salhaghi, qui a reçu le scar Botek de Hossein Zouani et d'autres forces politiques, etc. Et bien, c'est le même qui nous a reçus en 1994, en 1993, lorsque on voulait même relancer le processus politique après l'arrêt du processus. C'est Ben Saleh qui nous a reçus, c'est la commission Ben Saleh, pour vous dire, rien n'a changé, y compris les têtes, n'ont pas changé. Donc, moi, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, le système tel qu'il est en place, tel que ça fonctionne, il ne peut pas réformer. Il n'a aucune marge de manœuvre. Pour moi, il n'y a aucune lueur d'espoir de ce côté-là. Maintenant, pour reprendre, donc, c'était parce que nos services, attention, ils utilisent beaucoup l'intox, les rumeurs, etc. Parce que dans un pays où il n'y a pas une vie politique transparente, libre, etc., on utilise l'intox, etc., comme ça, pour gagner du temps. Donc, alors, pour répondre à l'histoire ouverture ou implosion, oui, le régime, c'est votre question, hein? Oui. Ouais, oui, le régime, il gagne du temps. Il gagne du temps parce qu'il a la manne financière, c'est-à-dire, nous avons été tous été augmentés. Il y a l'administration, tout ça, on a distribué. Il y a, comment dirais-je, on essaie de distribuer des logements et tout ça, mais combien de temps ça va tenir? Donc, pour revenir, il y a une question importante qui m'interpelle ici. Pour revenir à la marche de notre CNDC, la marche du février, la marche de Saadi, etc. Bon, je crois que, franchement, lorsqu'on voit les révoltes des pillards qui ont démarré, ils n'ont jamais démarré à partir d'une personnalité politique ou d'un militant associatif, etc. C'est un jeune qui s'est brûlé. C'est en Libye, ils ont été, je crois, revendiqués devant une prison, un avocat qui a été... C'est un militant des droits de l'homme. Un militant des droits de l'homme qui a été revendiqué, il a été torturé, il a été arrêté, torturé, ça a déclenché. L'Égypte, je crois que c'est suite aux événements des coopérations. Il y a eu quelqu'un qui a fait ça. Voilà, c'est jamais comment un responsable d'un parti politique ou tout ça qui vient et dit « Ayons la révolution ». Je crois qu'entre nous, c'est pas... si ça a dit qu'il devait faire la révolution, il a eu tout le temps, depuis 1989, pourquoi il attend 89? Donc là, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, il y a des gens maintenant qui disent, est-ce que ce n'est pas un contre-feu pour anticiper, pour précéder, pour éviter justement tout ça? On a les mêmes feux pour éviter le grand feu, le narine. Donc, alors, c'est vrai que pour nous, l'Algérie, c'est un cas très particulier. Pourquoi? Parce que nous avons connu ces événements-là en octobre, enfin en 88-89, à l'époque où, justement, même les pays de l'Est
n'était pas encore libéré. Le mur de Berlin n'était pas tombé. Le mur de Berlin va tomber fin 89. Novembre. Novembre 89. Donc, c'est une situation très défavorable. Il n'y avait aucun soutien à l'extérieur, etc. Et puis, il faut dire aussi, lorsque vous laissez sur le carreau 200 000 morts, je vais arriver aux victimes de la Kabylie, mais lorsqu'on laisse, il faut oublier quand même qu'il y a des villages qui ont été rasés. Alors, les 1000 morts. Oui, il a reconnu que ce n'est pas 400 morts de religion, c'est 1000. 2000 aspects. 2000 village a été détruit. On est dans un pays d'amnésie, vraiment, c'est incroyable. C'est comme si rien ne s'est passé, tout ça, mais c'est un pays où on a rasé des villages. Et moi j'ai vécu. Je fais des groupes, je fais des grandes. Et tout ça. Mais c'est qui يعني رايوتي كتكلم ضرامه يتينا كاين الافكار ديال ملوزه اللي فيه même زوين نزلت تفهم tout ça mais on n'a pas connu Charles Krem, on est à peu près dans la même enfin un peu plus jeune, mais il n'y a pas eu une comment dirais-je un aspect génocidaire. C'est pas aussi génocidaire la guerre d'Algérie que la guerre civile que nous connaissons. Et ça laisse des séquelles. L'aspect génocidaire a été le fait au début de la colonisation. Je pense que c'est 50%. Mais de 50, c'était surtout des exemples. Il y a eu 45. Non, c'est pas pour diminuer. Il n'y a pas eu 45 000 morts. Il n'y a pas eu 45 000. Non, c'est génocidaire. C'est génocidaire. C'est-à-dire prendre un village et raser. C'est génocidaire. C'est pas pour, comment dirais-je, diminuer, pour sous-estimer le crime colonialisme. De là, moi je vous dis, le colonialisme en France, attention, c'est horrible. Pas uniquement il y a une fait qu'ils aient tué, etc. Mais lorsque vous voyez une population, 10 millions de gens presque nus, avec des haillons, avec une misère, c'est ça aussi le colonialisme. 1% est grave, 99% d'analphabètes. Attention, le colonialisme, c'est pas gentil. C'est juste pour vous rappeler à vous, les jeunes, qui n'avaient pas vécu ça. Alors, pour revenir comme à cette guerre civile, donc, on n'est pas guéri. Nous sommes un pays traumatisé, un pays saigné, tout ça. On ne peut pas redémarrer, il me semble. Donc, le régime joue sur cette usure. On est exsangue, on est épuisé, on est tout ça. Et en même temps, sur une manne financière, donc il a une marge de manœuvre. Mais la question que je pose, ce n'est pas pour tout de suite. Dans 50 ans, 10 ans, dans 15 ans, combien de temps on va tenir comme ça? C'est-à-dire comme ça, à penser à guérir un cancer, parce que le pays est frappé d'un cancer 3e degré grave, et puis à lui faire des pansements et à lui donner de l'aspirine. Est-ce qu'on peut guérir un pays comme ça? Moi, je ne le crois pas. Je ne dis pas que pour les médias, ils ont beaucoup d'argent, 170 milliards de réserves de change. Ils ont, comment dirais-je, une population usée, épuisée. Donc, ils gagnent un peu de temps, ils gagnent du temps. Mais c'est un statu quo qui ne peut pas tenir indéfiniment. Et puis, dans l'histoire, on ne peut rien prévoir. On ne sait pas comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un pays qui jouit d'une stabilité politique, économique, etc., qui va aller loin. Vous avez bien dit, pour enclencher sur la question, est-ce que pour les réformes, est-ce qu'on peut faire des réformes politiques avant d'avoir fait réformer le système éducatif, le système... Le problème, il est là. C'est ces gens qui vont enclencher ces réformes-là. C'est des gens qui doivent provenir d'un nouveau courant politique. Le problème, justement, la question que je dis, c'est que Bouteflika et son administration et son alliance présidentielle n'ont pas les capacités, n'ont pas la volonté de réformer, de changer quoi que ce soit. Donc, c'est un peu comme en